les réseaux sociaux produisent des effets d'aggravation chez des adolescents qui ont soit déjà des symptômes, soit qui sont vulnérables à exprimer certains symptômes, et notamment des symptômes de type dépressif. Faire de l'activité physique, prendre soin de son sommeil, de son alimentation, de sa santé mentale, et ben en fait c'est cette capacité aussi de régulation qui nous permet d'essayer de faire les choses un petit peu différemment. Quand vous avez des réseaux sociaux, quand vous avez de la junk food, quand vous avez de l'immédiateté dans la récompense que vous pouvez avoir, c'est évidemment très très difficile de se maîtriser. À 15 ans, on prend des risques absurdes, on scrolle jusqu'à 2 heures du mat, et on claque la porte. Et si tout ça, c'était le fonctionnement normal de votre cerveau? Aujourd'hui, on reçoit le professeur Borst, directeur du Centre de recherche de psychologie du développement du CNRS, afin de discuter de cette période si complexe qu'est l'adolescence. Alors accrochez-vous, vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Professeur Borst, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Comme à mon habitude, je vais vous demander de vous présenter un petit peu avant d'introduire le sujet du jour. Je suis professeur de psychologie de l'enfant et de l'adolescent et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité. Et je dirige un laboratoire du CNRS, qui est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, dans lequel on est une soixantaine et on essaie de comprendre quels sont les grands mécanismes de l'apprentissage dans le cerveau de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Exactement, et c'est un peu ce qu'on va essayer aussi de voir aujourd'hui. Ce développement de l'adolescence, on en entend parler un peu dans tous les sens, on entend tout et son contraire. Moi, j'aime toujours commencer par une définition un peu globale, la définition de l'adolescence en tant que telle. On connaît la définition un peu d'un point de vue administratif, entre guillemets, mais d'un point de vue du développement, on en est où? Mais c'est très très compliqué de donner une définition de l'adolescence. Je pense que la meilleure façon de la définir dans notre discipline, c'est de dire que c'est un âge ou une période spécifique du développement cérébral qui commence globalement à l'entrée dans la puberté, qui va entraîner des modifications extrêmement importantes du cerveau, une restructuration quasiment complète du cerveau et qui va aboutir vers 20-25 ans. Alors c'est débattu encore. Il y a une étude récente notamment de l'université d'Oxford qui suggérait que l'adolescence pouvait être conçue jusqu'à 32 ans. Donc on voit que c'est une période extrêmement longue du temps du développement cérébral. Et globalement, elle va aboutir à la fin de la période de l'adolescence, à une structuration du cerveau qui est une structuration du cerveau qu'on observe chez les adultes. Ok, comme une structuration un peu définitive, au final qui bouge pas Ouais. ou Alors, en tout cas, c'est une période dans laquelle on a une stabilité de l'organisation fonctionnelle et structurale du cerveau, beaucoup plus forte que pendant la période de l'adolescence. Pour faire une image, globalement, ou en tout cas pour prendre une image, le temps de l'adolescence, c'est un temps dans lequel le cerveau va bouger énormément, il est très malléable. Au moment à l'âge adulte, notre cerveau est beaucoup plus, je dirais, stable dans sa structuration fonctionnelle et structurale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de neuroplasticité à l'âge adulte, parce que sinon, ça entraînerait comme conséquence immédiate qu'on n'aurait plus la capacité d'apprendre. Donc il y a encore de l'apprentissage, mais il s'opère à des rythmes beaucoup plus et de la neuroplasticité qui sous-tend ces apprentissages, mais à des rythmes beaucoup moins importants à l'âge adulte que pendant la période de l'adolescence. D'accord, mais du coup, pendant la période de l'adolescence, ça veut dire que c'est pas un cerveau qui est incomplet, je dirais entre guillemets, mais plus un cerveau qui est plus facilement modulable. C'est un cerveau qui n'est pas du tout incomplet. D'ailleurs, je dirais le risque, souvent, quand on s'intéresse au développement cérébral, mais même au développement cognitif ou socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, c'est de concevoir l'enfant ou l'adolescent comme un adulte pas tout à fait fini. Alors que c'est une mauvaise façon de regarder le développement, c'est plutôt de comprendre des systèmes qui sont dynamiques, non linéaires. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un enfant qui n'a pas les compétences et puis un adulte qui aurait toutes les compétences. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est surtout un cerveau qui fonctionne différemment. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le cerveau adolescent, il fonctionne différemment du cerveau adulte parce qu'il est sous influence de différents systèmes au moment de l'adolescence. Notamment, il est très fortement sous l'influence d'un système qu'on appelle le système limbique, qui est un système qui est très impliqué dans dans tout ce qui relève de la motivation, de la réactivité émotionnelle, de la régulation des émotions, et du plaisir et de la sensation de plaisir. Ok, mais du coup, ça veut dire que un adolescent est beaucoup plus, risque beaucoup plus d'être influencé par des signaux extérieurs qu'un adulte justement. Alors certains signaux extérieurs, Ok. notamment les signaux sociaux, c'est ça la particularité de l'adolescence. C'est-à-dire que souvent on caricature un peu les adolescents comme un cerveau entièrement sous influence du système de la récompense. Sauf que puisque le système de la récompense est bien effectivement hébergé par le système limbique,
et que ce système limbique est très fonctionnel au début de l'adolescence, alors que les systèmes de régulation du système limbique, et notamment le cortex préfrontal, va continuer à se développer pendant toute la période de l'adolescence, c'est-à-dire jusqu'à 20-25 ans. Et donc ce décalage-là crée une influence plus forte du fonctionnement du système limbique sur les comportements observés chez les adolescents. La difficulté vient du fait que c'est pas n'importe quel type de récompense auquel ils sont intéressés, les adolescents. C'est-à-dire que globalement, bien sûr, ça les intéresse un peu les notes, ça les intéresse un peu le nombre de points qu'ils ont sur tel ou tel jeu vidéo, mais en fait, c'est plutôt ce que ça dit de leur position dans leur groupe social d'appartenance. Parce qu'en fait, ce dont ont besoin les adolescents, c'est de récompenses sociales. C'est ça la particularité de l'adolescence. C'est un cerveau qui est très attiré par les récompenses sociales. Et une récompense sociale, c'est quelqu'un qui vous fait un compliment, un like sur un réseau social, le fait que dans la compétition et de la hiérarchie sociale qui s'opère dans les groupes, que vous soyez plus ou moins haut dans cette hiérarchie sociale. Et donc c'est comme ça que les adolescents prennent des décisions. OK, c'est hyper intéressant que ça montre déjà à quel point c'est un petit peu différent des adultes et des cerveaux un petit peu plus avancés. Et justement, comment on arrive à différencier l'impact de la récompense sociale de l'impact d'une récompense autre? Globalement, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est des études, notamment en imagerie par résonance magnétique, dans lequel vous allez donner soit des récompenses monétaires, soit des récompenses plus sociales. Donc ça peut être simplement un visage qui vous sourit. Et quand vous regardez les différences d'activation entre ces deux conditions, vous voyez qu'il y a une sensibilité plus forte du cerveau et notamment du système limbique aux récompenses sociales par rapport aux récompenses monétaires, en particulier chez les adolescents. Et c'est encore plus le cas quand ils sont en contexte social. C'est-à-dire que si vous regardez l'activité du système limbique quand l'adolescent fait des choix seul ou quand il fait des choix en groupe, on voit que quand il fait des choix en groupe, et quand je dis choix en groupe, c'est simplement la simple présence sociale. C'est-à-dire que le fait que l'adolescent soit en train de faire une tâche dans l'IRM et qu'il sait qu'il y a des copains qui sont dans la cabine de contrôle de l'IRM qui n'influencent absolument pas ses choix, ça suffit, un, à influencer ses choix et deux, à modifier l'activité de son système limbique. Donc il est très, très sensible à la présence sociale. Donc en fait, comprendre un adolescent, c'est comprendre finalement un système cognitif, un système socio-émotionnel qui va faire des choix de façon très différente, un individu qui va faire des choix très différents en fonction du contexte, que le contexte soit un contexte social ou sans présence sociale. Et ça, c'est très particulier à l'adolescent. Si vous regardez les adultes, évidemment qu'on est influencé par le contexte social. Je veux dire, quand on parle de conformisme social, quand on parle d'influence sociale, c'est des réalités aussi chez l'adulte. Mais c'est beaucoup plus présent chez l'adolescent. Par exemple, on sait que la prise de risque à l'adolescence, qui caractérise cette période de la vie, on prend plus de risques à l'adolescence qu'à n'importe quelle autre période de la vie, c'est vrai uniquement en contexte social. S'il n'y a pas présence d'autres adolescents, il n'y a pas plus de prise de risque chez l'adolescent. OK. On reviendra là-dessus parce que c'est hyper intéressant et justement, j'aimerais rebondir. Donc vous, au labo, vous étudiez des adolescents, vous avez parlé d'IRM fonctionnel. Au final, comment ça se passe? Comment on recrute des adolescents? Comment on arrive à les étudier et à les mettre face à des choses qui permettent justement de voir un peu leur développement? Alors déjà, la question, c'est quels adolescents, parce que c'est une période très très longue de la vie. Je rappelle, l'entrée dans la puberté, c'est entre 8 et 12 ans pour les filles, 10 à 14 ans pour les garçons. Donc déjà, on voit toute la variabilité de cette période de la vie, ce qui est aussi la difficulté d'étudier les adolescents, parce que quand vous prenez des adolescents de 14 ans, globalement, vous en avez qui sont rentrés dans la puberté à 8 ans, donc ça fait 6 ans que leur cerveau est en train de se transformer de façon extrêmement importante. Si vous avez commencé votre puberté à 13 ans, de fait, vous avez un stade du développement cérébral qui est très différent d'un même adolescent à 14 ans. Globalement, la façon dont on recrute les adolescents, c'est en allant dans les établissements scolaires. C'est le meilleur endroit pour recruter des adolescents. Et en gros, on leur présente notre travail, c'est-à-dire qu'on leur dit ce qu'on fait, l'enjeu des recherches qu'on mène. Et globalement, l'adhésion est plutôt forte. C'est-à-dire que quand vous expliquez pourquoi vous faites ce type de recherche, quels sont les enjeux, c'est aussi une façon de pouvoir les faire adhérer à la démarche scientifique. Chez les enfants, ça donne des verbatim du type je prête mon cerveau à la science ou des choses comme ça. C'est un peu moins vrai pour les ados, ils ont un peu moins cet aspect-là. Il y a quand même aussi, alors je rappelle qu'en France, on n'a pas le droit de rémunérer les mineurs. Donc quand ils participent à des expériences, ils ne sont pas rémunérés. Pour autant, on peut avoir des gratifications sous forme de cadeaux notamment. Donc on leur donne des livres qu'on a pu écrire sur le cerveau pour les adolescents ou des choses comme ça,
qui sont une façon de pouvoir les impliquer dans la recherche, avec quand même un biais, hein, il faut le dire, je pense que c'est important, c'est qu'on a un biais de recrutement évidemment, un biais social. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mal à recruter les adolescents qui viennent de milieux sociaux défavorisés, ce qui est un problème parce qu'ensuite on fait de la recherche sur un Ouais. sous-échantillon de la population générale des adolescents. Donc globalement, c'est essentiellement via des conférences qu'on peut faire dans les établissements. La particularité du laboratoire, c'est que sur son volet de recherche fondamentale, il fait beaucoup d'IRM, beaucoup de recherches qui croisent différents types de données, de la génétique jusqu'à l'effet du contexte social sur le développement cérébral et ainsi de suite. Mais il y a aussi tout un volet du laboratoire qui est très appliqué, dans lequel on fait de la recherche interventionnelle. Et la majorité de nos recherches interventionnelles, qui visent par exemple à essayer de tester des approches pédagogiques différenciées dans les écoles, en fait, elles se passent dans le cadre scolaire. Donc on est très identifié dans le cadre scolaire, en tout cas par les enseignants, par les proviseurs, par les directeurs d'école. Donc c'est un peu plus simple d'aller dans les écoles pour présenter notre travail et pour essayer de recruter des adolescents. Petite pause. Cet épisode est sponsorisé par Hippocrate. Hippocrate, c'est une application qui va plus loin que vous informer sur votre santé. C'est un compagnon, un outil qui vous permet d'intégrer des habitudes saines dans votre quotidien sur 4 axes. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et la santé mentale. Pour cela, il utilise vos ressentis du quotidien et vous donne des micro-actions à réaliser tout au long de la journée. Actuellement, ils sont en campagne de crowdfunding. Vous pouvez donc les soutenir via le QR code qui s'affiche à l'écran. Et je pense qu'il y a même une certaine difficulté aussi à avoir des groupes ethniques différents. Aussi, je pense. Ouais, alors c'est évidemment une autre difficulté. Alors on essaie par exemple de se concentrer sur des collèges spécifiques, d'aller dans les réseaux d'éducation prioritaires ou prioritaires renforcés. Parce que vous savez que vous allez accueillir, en tout cas à Paris, un public plus diversifié. Et c'est un peu ça l'enjeu, parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'à Paris, vous avez évidemment un biais social aussi très fort. Moins le biais de l'origine migratoire. C'est-à-dire que ça, c'est une autre particularité parisienne, c'est que Paris accueille à peu près 50% des enfants de demandeurs d'asile. Donc ça a créé une particularité de la population, en tout cas d'élèves dans les établissements parisiens. Donc on peut y avoir accès. La difficulté, c'est plutôt de convaincre les parents et puis de convaincre des parents qui sont dans des situations sociales complexes. Je veux dire, venir à l'IRM pour y passer le mercredi après-midi, en fait, ça prend du temps. Et toutes les familles ne sont pas capables de le faire. Alors, avec aussi des questions qui se posent, hein, par exemple sur le consentement. Il y a des pays qui sont en train de réfléchir au fait qu'on pourrait donner son consentement à partir de 16 ans sans avoir le consentement parental. Aujourd'hui, ce n'est pas possible en France. Donc, si vous testez n'importe quel mineur, vous avez besoin d'avoir les parents. Et a fortiori, quand c'est une IRM, vous avez besoin parfois d'avoir l'accord des deux parents, ce qui crée une complexité Ouais. encore plus importante. Oui, un peu au final comme les protocoles de soins que nous on Ouais, peut faire. bon, c'est assez similaire. Sur la démarche de recherche en imagerie par résonance magnétique, en fait, on est sous la même, je dirais, contrainte, contrainte, en tout cas, cadre juridique que la loi Jardé qui encadre la recherche biomédicale. Donc ça, c'est tout à fait cadré de ce point de vue-là. C'est un peu plus... Il y a un vrai questionnement quand ça relève de la recherche purement comportementale, non interventionnelle. Là, en fait, on est un peu dans un vide juridique ou dans un flou juridique par rapport à ça. Ouais, c'est un peu une zone grise où on ne sait pas trop Ouais, qu'est-ce qu'on a le droit, mais bon, on ouais, n'a pas trop envie derrière que ça se passe mal. exactement. Alors, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on a des comités d'éthique de recherche qui sont en fait propres aux universités. Ça permet de faire passer ce type de protocole, que ce soit des protocoles en comportement, des protocoles en électroencéphalographie ou en approche de type FNIRS, proche infrarouge, qui sont des approches qui sont peu invasives, sur lesquelles il n'y a quasiment aucun risque et dans lesquelles le CER peut se positionner. Tout à l'heure, vous avez utilisé des mots cortex préfrontal, système limbique, Ouais, circuit de la récompense. ouais, Est-ce qu'on peut essayer de dégrossir un peu tout ça pour ceux ouais, qui nous bien sûr. écoutent? Bien sûr. Donc le cerveau humain, si on revient un peu en arrière, il commence à se développer très tôt, in utero, dès le début de la fécondation de l'œuf. On a quasiment les prémices d'un système nerveux central. Donc je rappelle, le système nerveux central, c'est le cerveau, la moelle épinière. Donc au début, on a ce qu'on appelle un tube neural, c'est quelques cellules nerveuses qui se multiplient extrêmement rapidement pour finalement donner naissance à un organe extrêmement complexe. Je rappelle, le cerveau humain, si on parle que des neurones, 86 milliards de neurones. En plus, vous avez tous les autres types de cellules qu'on peut retrouver dans le cerveau humain, les cellules gliales, les astrocytes et ainsi de suite, qui vont créer en gros l'architecture
sur lequel vont venir s'insérer les neurones. 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions. Donc c'est un système biologique extrêmement complexe, très difficile à comprendre. On sait peu de choses et en même temps beaucoup de choses sur le cerveau. On sait par exemple qu'il continue à se développer après la naissance. On a un très fort développement cérébral pendant, c'est ce qu'on a dit, plus de 20 à 25 ans. Et ce développement cérébral, il s'opère de façon, encore une fois, non linéaire. C'est-à-dire que si vous regardez les courbes de croissance, un peu comme dans le carnet de santé, quand vous regardez la courbe du poids et de la taille, bon, c'est assez clair. Il y a une courbe. Et ben pour le cerveau, parce que c'est très complexe comme système, en fait, il y a plusieurs courbes. Et donc, ces courbes, elles vont faire que le cerveau se développe de façon asynchrone sur un axe postéro-antérieur, c'est-à-dire des zones postérieures du cerveau aux zones antérieures du cerveau. Et globalement, dans le cerveau, on peut définir des grandes régions. Ces grandes régions, elles sont définies en fonction un peu de leur fonction, c'est-à-dire ce qu'elles font, et un peu aussi de leurs caractéristiques histologiques, c'est-à-dire les tissus et la façon dont s'organisent les tissus, le nombre de cellules nerveuses, de certains types de neurones et ainsi de suite. Globalement, si vous regardez les différentes grandes régions du cerveau, vous avez le lobe occipital, c'est celui qui est à l'arrière, c'est celui qui est dédié à la vision, on va dire, pour faire vite, hein. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais il est essentiellement dédié à la vision, sauf si vous êtes un aveugle de naissance. À ce moment-là, ça peut être coopté pour la dimension haptique. Ensuite, vous avez le lobe temporal, le lobe pariétal, qui ont aussi des fonctions un peu spécifiques. Dans le lobe temporal, vous allez notamment avoir tout ce qui relève de l'écoute. Dans le lobe pariétal, vous allez avoir tout ce qui relève de notre capacité à nous déplacer dans l'espace, à créer des représentations spatiales. Encore une fois, c'est un peu plus complexe que ça, parce que tout ça est très interconnecté. Donc, c'est des réseaux qui sont distribués à travers les différents lobes. Vous avez un lobe juste derrière votre front, c'est le lobe frontal. Et la partie la plus qui est vraiment juste derrière votre front, c'est le cortex préfrontal. Donc c'est encore une sous-région du lobe frontal. Et puis, totalement, enfoui dans votre cerveau, vous avez le lobe, le système ou le lobe limbique, et puis le lobe insulaire. Alors l'insula, c'est en fait un peu entre le système limbique et le cortex préfrontal. Donc ça fait 6, en gros. Et donc ces 6 se développent à des rythmes un peu différents, des fonctions un peu différentes. Et si on parle des deux caractères principaux de cette période de l'adolescence, c'est le système limbique et le cortex préfrontal. Alors, le système limbique, son rôle réellement, c'est qu'il est très très impliqué dans tout ce qui relève du fait que je vais détecter une émotion dans mon environnement ou le caractère affectif d'une situation. C'est aussi ce qui va me permettre de détecter des menaces potentielles dans mon environnement, notamment à travers une région spécifique de ce système limbique qui est l'amygdale. Donc, dès qu'il y a quelque chose, un caractère ou un stimuli qui paraît un peu menaçant dans l'environnement, typiquement, votre amygdale va s'activer et en cascade, ça va créer des réactions physiologiques qu'on lie au stress. Augmentation de votre rythme cardiaque, augmentation de votre fréquence respiratoire. Le système limbique, c'est aussi le système de la motivation et du système de la récompense. Le système de la récompense, on en parle beaucoup. Donc, c'est tout ce qui fait qu'en fait, on va agir dans une situation. La motivation et le système de la récompense, c'est en gros deux choses qui sont très interliées. Si vous anticipez une récompense potentielle, vous allez agir dans une situation. La particularité du cerveau humain, c'est que s'il ne détecte pas de bénéfices potentiels à agir, il n'agit pas. C'est relativement simple. Il est un peu, de ce point de vue-là, c'est un gros flemmard. Donc, s'il se dit, il n'y a aucune, récompense à espérer du fait de s'engager dans cette situation, à ce moment-là, vous n'allez pas vous engager. C'est ce qu'on observe, par exemple, chez des élèves qui sont en décrochage scolaire ou qui ont des difficultés à l'école. Ils se disent, mais attends, pourquoi je vais faire des efforts? De toute façon, j'ai aucune chance de réussir. Donc là, on voit bien la balance qu'il y a entre motivation et système de la récompense. Ce système de la récompense, il libère un neurotransmetteur particulier qu'on appelle la dopamine. Et cette dopamine, elle a comme particularité, d'être liée à notre sensation de plaisir. C'est bien ça, la récompense. Vous avez une récompense espérée, vous obtenez cette récompense, ça crée un plaisir en réaction, mais c'est aussi le neurotransmetteur qui est très impliqué dans la motivation. Et c'est ce qui fait que quand on est très motivé, on réussit mieux, parce qu'en fait, cette dopamine, elle vient moduler l'activité de tous les systèmes, de tous les autres systèmes, pour faire rapidement. Sauf que ce système limbique, on voit bien le problème, c'est le système émotionnel, c'est le système de la récompense, c'est le système de la motivation, donc c'est super, ça nous permet d'agir pour pouvoir obtenir une récompense. Pour autant, parfois c'est nécessaire de réguler un peu l'activité de ce système limbique. Et ça, c'est le rôle du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, son rôle, c'est d'être un peu le chef d'orchestre de l'ensemble des autres régions cérébrales. C'est lui qui va
globalement moduler l'activité et organiser l'activité dans un certain nombre de régions du cerveau. Encore une fois, je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et il a comme particularité de réguler l'activité du système limbique pour éviter que on soit toujours orienté vers la récompense, qu'on veuille toujours obtenir quelque chose tout de suite et maintenant. Et tout le rôle du cortex préfrontal, c'est aussi de pouvoir nous permettre d'exercer du contrôle, de la régulation sur nos comportements et se dire que c'est super la récompense tout de suite et maintenant, mais peut-être que si j'attends un peu, je peux obtenir quelque chose d'encore plus important dans le futur, une récompense encore plus importante. Et donc, c'est ce qui permet de nous fixer des objectifs à long terme. Et justement, ce cortex préfrontal chez les ados, il est pas Ouais. développé, Alors, pas... faut faire attention parce que souvent, parfois, on entend presque que les adolescents n'ont plus de cortex préfrontal. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que, évidemment qu'ils ont un cortex préfrontal, ils sont tout à fait d'ailleurs capables d'exercer du contrôle dans un certain nombre de situations. La particularité de l'adolescence, c'est qu'effectivement, ce cortex préfrontal continuant à se développer et en parallèle, le système limbique s'étant développé très très rapidement pendant la période de l'adolescence, il faut comprendre qu'il y a un décalage là, propre à cette période de la vie, dans lequel c'est plus difficile d'exercer de la régulation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de cortex préfrontal. Ça veut juste dire qu'il faut plus d'activité du système préfrontal pour arriver au même résultat en termes de régulation de ses émotions, de différer son plaisir immédiat et ainsi de suite. D'ailleurs, ce qu'on voit dans un certain nombre de recherches qu'on peut mener, c'est que si vous créez deux expériences strictement identiques, l'une qui implique des émotions et l'autre qui n'implique pas des émotions, mais dans les deux cas, il faut réguler des conflits entre des informations. Globalement, quand il y a des conflits entre des informations qui ne relèvent pas d'informations émotionnelles, les adolescents sont meilleurs que les enfants. Ils sont quasiment d'ailleurs au niveau des adultes. À partir du moment où il y a des émotions qui sont impliquées, ils sont moins bons, y compris que les enfants. Donc c'est vraiment en contexte émotionnel que c'est difficile pour les adolescents d'exercer un contrôle sur leur système limbique notamment. Ok, parce que ça me fait penser à plein de choses, mais on parle souvent de justement des récompenses faciles qu'on a dans notre monde, justement, avec la junk food, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Bien sûr. Ça doit mettre le cerveau quand même à rude épreuve. Oui, alors c'est particulièrement difficile. C'est-à-dire que c'est souvent ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est je dirais la tentation d'un certain nombre d'observateurs des adolescents et du monde moderne, c'est de dire c'était mieux avant. Et en gros, les adolescents sont en train de devenir, alors je vous passe les poncifs, des crétins digitaux, des êtres purement orientés vers la récompense immédiate, ils n'ont plus la capacité de se contrôler, et ainsi de suite. Ça laisse penser que globalement, les compétences des adolescents se sont effondrées. En fait, c'est une mauvaise façon de penser le problème. Ils ont les mêmes compétences qu'avant, mais ils sont dans un monde, comme vous le dites très bien, qui a complètement changé. Si je suis dans un monde dans lequel j'ai accès à de la récompense immédiate en permanence, qui peut potentiellement, effectivement, répondre à mes besoins de récompense, notamment de récompense sociale, parlons des réseaux sociaux de ce point de vue-là, c'est sûr que vous êtes dans un monde un peu plus complexe pour exercer votre contrôle de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous avez moins de contrôle de vous-même. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'études qui montrent que notamment dans une tâche qui est très emblématique de la façon dont vous êtes capable de vous contrôler, qui est une tâche qu'on appelle de gratification différée, qui est la test, alors, si les gens nous écoutent, allez taper test du marshmallow, c'est très connu sous le nom du test du marshmallow. Le principe est le suivant, ça permet effectivement d'évaluer la capacité que peuvent avoir les enfants, voire les adolescents, mais on va commencer par les enfants, la capacité que peuvent avoir les enfants de différer leur plaisir immédiat pour obtenir une gratification différée, c'est-à-dire une récompense plus importante dans le futur. Et pour tester ça, on utilise une petite situation expérimentale toute simple, toute bête, dans laquelle on donne un marshmallow, un chamallow à un enfant, et on lui dit, tu peux le manger tout de suite, mais si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Ensuite, vous le laissez tout seul face à cette récompense immédiate. C'est évidemment très difficile. Ils essayent de ne pas le regarder. Je vous invite à aller regarder la vidéo, c'est très drôle. Ils se cachent les yeux, ils se bouchent les oreilles, ils essayent de regarder ailleurs, et ainsi de suite. Et donc là, on est vraiment dans une situation où le cerveau doit faire un arbitrage entre récompense immédiate et résister à la récompense immédiate pour avoir une récompense plus importante dans le futur. Ce que montre cette étude, hyper intéressante, c'est qu'à 2-3 ans, en fait, les enfants sont déjà capables de se maîtriser dans ce contexte-là. Tous les enfants ne mangent pas tout de suite le marshmallow ou le chamallow. Vous n'en avez qu'un tiers qui est capable d'attendre, mais en fait, c'est hyper long, ça dure 15 minutes. Donc c'est une situation très, très compliquée pour des enfants. Il y a un effet développemental, ils deviennent meilleurs avec le temps. Si vous changez un peu la tâche à l'adolescence, ça marche plus avec des chamallows ou ça marche moins bien. Donc vous lui dites, tu préfères 400 € maintenant ou 700 € dans 6 mois. C'est exactement la même chose en fait. Récompense immédiate ou récompense différée. Il y a globalement, deux grands enseignements de cette tâche ou de cette situation. Un, quand vous êtes adolescent, vous avez plus tendance
à vous orienter vers la récompense immédiate, même par rapport à des enfants. Ça, vous avez plus tendance à essayer d'exploiter tout de suite la récompense que vous allez pouvoir avoir, par exemple 400 € maintenant. Et deuxième information, dès que vous êtes en groupe, vous convergez plus rapidement vers les récompenses immédiates. C'est-à-dire que vous avez plus tendance à aller prendre les 400 € maintenant. Et donc, c'est ça la particularité du cerveau adolescent. Et dernière information, quand vous faites exactement la même tâche des chamallows là, avec les enfants d'aujourd'hui par rapport à ceux qui avaient été testés dans la première expérience dans les années 70, et que vous demandez aux parents, vous leur dites alors, vous pensez qu'ils seront meilleurs ou moins bons que les enfants des années 70? Tous les parents vous disent, bah, je suis sûr qu'ils seront moins bons. La réalité, c'est qu'ils sont meilleurs. Donc en fait, ils ont la capacité de se contrôler. Alors, la difficulté, c'est qu'ils sont dans un monde dans lequel c'est difficile de se contrôler. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la problématique. C'est-à-dire que quand vous avez des réseaux sociaux, quand vous avez de la junk food, quand vous avez de l'immédiateté dans la récompense que vous pouvez avoir, c'est évidemment très, très difficile de se maîtriser. J'ai un peu l'impression qu'on est en face de ce qu'on pourrait appeler presque un mismatch évolutif. En gros, le cerveau a évolué d'une certaine manière pour qu'on arrive là en 2026 et qu'on survive jusque-là, mais que dans le monde dans lequel on est, ben, ce système-là est plus fonctionnel, on va dire, de manière optimale. Alors, vous pouvez le voir comme ça, même si, rappelons-le quand même, hein, le temps de l'évolution biologique, c'est pas le temps d'évolution de nos sociétés. Rappelons que globalement, on a à peu près le même cerveau qu'il y a 15 000 ans. Donc, il est effectivement très adapté au monde d'il y a 15 000 ans. Il est probablement moins adapté à nos sociétés modernes sur certains aspects. Sur plein d'autres aspects, il est tout à fait adapté. Parce que je rappelle que quand même, les outils culturels que nous créons, y compris l'intelligence artificielle, c'est créé par des cerveaux humains. Hein. Donc, ils ont effectivement des particularités. Je pense qu'on a aussi une spécificité, c'est qu'on connaît plus de choses sur le comportement humain, au-delà du fonctionnement cérébral, et qu'on a effectivement voilà, des entreprises et des individus qui essayent de craquer le code, quoi, d'une certaine manière, Ouais. et pas pour, je dirais, le bien commun de l'humanité. Voilà, pour dire les choses comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a une part de génétique dans ce développement préfrontal ou pas? Oui, alors il y a évidemment une part de génétique, hein, comme dans d'ailleurs toute dimension biologique, qui ensuite vont avoir des impacts sur le comportement humain. Donc on sait qu'on a un code génétique qui va, notamment des gènes de développement, qui vont coder pour la façon dont se développe le cerveau humain. Ceci étant dit, on sait qu'effectivement, le cerveau humain a une particularité, c'est qu'il est extrêmement plastique, extrêmement malléable, et que ce processus de neuroplasticité va avoir comme impact que l'environnement joue très fortement sur le développement cérébral. On sait par exemple, si on prend des cas extrêmes, parce que c'est souvent des cas extrêmes qui permettent de déterminer le poids de l'environnement sur le développement cérébral, si vous regardez par exemple ce que produit le milieu social d'origine sur le développement cérébral, c'est extrêmement important et ça apparaît très tôt dans la vie. C'est-à-dire que dès 3 mois après la naissance, voire même in utero, maintenant on a la capacité de faire de l'imagerie par résonance magnétique in utero pour aller regarder comment se développe le cerveau dès le fœtus. Et ce qu'on voit, c'est que le milieu social d'origine, le milieu intra-utérin, a déjà des impacts sur le développement cérébral, et notamment le milieu social d'origine qui va entraîner une divergence des courbes de développement cérébral, avec des courbes de développement cérébral qui vont être moins optimales, on va dire, chez les enfants de milieux sociaux moins favorisés que favorisés. En moyenne, hein, il y a une variabilité évidemment extrêmement forte, mais notamment une des choses qu'on observe, ce qui d'ailleurs renvoie à des questions qui peuvent se poser sur l'exposition à certains outils numériques, ce qu'on observe chez les enfants de milieux sociaux défavorisés, c'est une accélération du développement cérébral. Ce qui n'est pas complètement absurde quand on y réfléchit, parce que ils vivent dans des environnements qui sont des environnements dans lesquels il y a peu de ressources, qui impactent très fortement leur développement. Et d'une certaine manière, le cerveau va s'adapter très, très, très rapidement aux spécificités de l'environnement, de telle manière à pouvoir se préserver un peu et être relativement résilient par rapport aux caractéristiques non optimales qu'il peut avoir, que ces environnements peuvent avoir sur le développement cérébral. Donc, il y a de la génétique, mais cette génétique, c'est les gènes du développement et ainsi de suite, qui vont, je dirais, d'une certaine manière, coder pour le développement normal du cerveau humain, peut être totalement modulé par des phénomènes épigénétiques, mais aussi par des phénomènes d'impact via des mécanismes de neuroplasticité, va avoir un impact très très important sur le développement cérébral. Puis rappelons quand même que
au tout début de la neurogénèse, donc quand les neurones commencent à se créer, ils commencent à migrer dans les différentes régions cérébrales. Il y a notamment des travaux qui ont été menés alors, chez la drosophile, qui peuvent, drosophile c'est une petite mouche, qui peuvent être globalement transposés aux particularités du développement cérébral humain, c'est qu'on a des phénomènes stochastiques, c'est-à-dire qu'on a de la variabilité. C'est-à-dire que même si vous avez des gènes de développement qui disent tel neurone, il doit aller là ou là, et vous avez de la compétition entre les neurones et entre les projections des neurones qui vont créer de la variabilité extrêmement forte sur les cerveaux. Et d'ailleurs, c'est toujours parfois complexe à faire comprendre aux gens, mais en fait, tous nos cerveaux sont extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on a souvent la belle image d'un cerveau moyen qu'on voit dans tous les médias. Dites-vous qu'en fait, c'est pas du tout la forme de votre cerveau. C'est un peu comme quand on prend tous les visages de toute l'humanité et qu'on en fait un visage moyen. Bah, là, c'est pareil pour les cerveaux. On a pris pas mal de cerveaux de pas mal de gens, on les a mis tous ensemble et ça fait un joli cerveau moyen. C'est pas du tout comme ça c'est pas ce à quoi ressemblent nos cerveaux. Tous nos cerveaux sont très différents. Oui, avec des zones plus ou moins développées sur les Avec gens, des zones plus ou moins développées. Il y a une autre particularité du cerveau qu'on a étudiée au laboratoire, c'est notre cerveau humain, il a une particularité, c'est qu'il est plissé. Il se plisse au cours du développement, et notamment in utero. Progressivement, il y a des plis qui vont apparaître sur le cortex. Le cortex, c'est la couche externe du cerveau. Et ces plis, ça crée comme une empreinte digitale. Elle est propre à chacun d'entre nous. Et on peut regarder en quoi la variabilité de ces plis explique la variabilité des comportements. Et c'est des phénomènes qui sont génétiques et environnementaux. Si cet épisode vous plaît, si vous apprenez de nouvelles choses, vous abonner et liker la vidéo, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour ce podcast. Cela nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels et d'aborder toujours plus de sujets variés. Ok, super intéressant. Et du coup, c'est un peu cool de se dire que c'est quand même une période où le cerveau est très malléable, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut muscler typiquement son cortex préfrontal quand on est adolescent ou pas? Alors on peut évidemment, et sinon ça aurait peu de sens de l'étudier dans une dimension éducative. C'est-à-dire que si on disait écoute, tout est joué d'avance, merci, au revoir, ça serait problématique. Alors il y a effectivement de la malléabilité possible, et comme il y a de la malléabilité possible, il y a de l'éducation qui est potentiellement impliquée. On peut essayer de développer ces capacités de régulation et d'autorégulation de ces comportements. La question, c'est de savoir est-ce que c'est à l'adolescence qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas commencer un peu avant. Et il y a quand même beaucoup de recherches, notamment en éducation, qui montrent que plus vous commencez tôt, plus vous avez de retour sur investissement. C'est-à-dire que ça paraît évident, mais c'est un peu comme pour la santé somatique. C'est-à-dire que plus vous commencez tôt à faire attention, moins vous allez consommer de substances qui sont délétères pour votre corps, plus vous avez des chances d'être en bonne santé pour le reste de votre vie. C'est un peu pareil sur ces capacités d'autorégulation. C'est-à-dire que la capacité d'autorégulation, on sait qu'on peut la développer très tôt. Au début de la vie, on peut, dès la maternelle, en fait, proposer des jeux qui vont développer ce type de compétences. Ce que faisait, par exemple, ou ce qu'on voit dans certaines écoles Montessori, quand on apprend aux élèves à verser de l'eau dans une toute petite tasse sans en renverser à côté. En fait, ça, c'est les débuts de la capacité d'autorégulation. Vous apprenez à contrôler vos comportements. Quand les enfants jouent dans la cour de récréation à 1, 2, 3 soleil, en fait, ils jouent à autoréguler leur comportement. Quand ils jouent à ni oui ni non, de façon très très répétée dans le temps avec leurs parents, c'est aussi contrôler cette capacité-là. Vous pouvez faire la même chose à l'adolescence, c'est juste que, évidemment, vous aurez moins d'impact que si vous avez commencé plus tôt. Mais ce n'est pas une impossibilité. L'enjeu, c'est aussi de faire prendre conscience aux adolescents qu'il y a cette nécessité d'autorégulation. Pourquoi c'est important de s'autoréguler ? Pourquoi il y a un avantage d'une certaine manière à l'autorégulation, puis qu'est-ce que ça a comme conséquences négatives quand vous ne régulez pas vos comportements. C'est-à-dire que ça a des conséquences très négatives. Je rappelle quand même qu'à l'adolescence, vous avez un taux de mortalité qui est 4 fois supérieur à ce que vous observez pendant l'enfance, et ils n'ont pas de maladie chronique, ou très peu de maladies chroniques par rapport aux adultes. Donc c'est essentiellement la prise de risque qui explique ça. Et la prise de risque, c'est directement lié au fait que le cortex préfrontal ne régule pas l'activité du système limbique. Est-ce qu'on voit justement que chez des adolescents où le cortex préfrontal aurait plus de mal à se développer parce que justement il n'y a pas eu ce travail-là de résistance un peu et tout ça? Qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte? Est-ce que ça a été étudié, la suite un petit peu? Alors, il y a eu notamment une étude qui est un peu une étude qui fonde, je dirais, l'idée que c'est important de travailler sur ces dimensions d'autorégulation. C'est une étude qui a été menée par une chercheuse américaine qui s'appelle Terry Moffitt, qui est de l'université de Duke, et qui a mené notamment une recherche sur une cohorte d'enfants en Nouvelle-Zélande. Et donc la particularité, c'est qu'elle a commencé à les étudier dès la naissance et qu'elle les a suivis jusqu'à ce que ces enfants deviennent des adultes, jusqu'à 32 ans.
Donc c'est une étude un peu longue, hein. Ça a commencé en 1975, ça s'est terminé en 2005-2008, parce qu'il fallait attendre tout ce temps pour que ces enfants deviennent adultes. Et pendant l'enfance, elle a mesuré la capacité, le milieu social d'origine, parce qu'on sait que c'est très très prédictif de ce qui va se passer plus tard, parce que notamment ça impacte le développement cérébral. Elle a évalué le quotient intellectuel, parce qu'on sait que le quotient intellectuel, c'est aussi très lié au choix qu'on fait pour notre santé physique, mentale et ainsi de suite, puis pour notre réussite personnelle et professionnelle. Et puis elle mesure ses capacités d'autorégulation. Exactement ce dont on a parlé, hein, la tâche du marshmallow. Est-ce que les enfants sont capables, à la fin d'une activité, de ranger leurs affaires? Est-ce qu'ils sont capables de réguler leurs émotions? Et ainsi de suite. Et ce qu'elle montre, quand vous suivez ces enfants qui deviendront des adolescents, qui deviendront des adultes, d'une part, ces capacités d'autorégulation, elles prédisent en partie la variabilité. On ne prédit pas la trajectoire, on prédit la variabilité entre les individus. Ça prédit un peu la variabilité de l'engagement dans les conduites à risque à l'adolescence. C'est-à-dire qu'elle voit que, en moyenne, les enfants qui avaient des moins bonnes capacités d'autorégulation sont ceux qui, à l'adolescence, commencent plutôt à fumer, à boire de l'alcool, à avoir, par exemple, des grossesses pendant l'adolescence, c'est-à-dire d'avoir eu des rapports sexuels non protégés. Et puis à l'âge adulte, c'est aussi plus prédictif que le milieu social d'origine et que le quotient intellectuel de votre santé physique, de votre santé mentale, de votre bien-être et de votre réussite professionnelle. Donc en fait, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que cette capacité d'autorégulation, musclée sur le cortex préfrontal, comme on le disait tout à l'heure, ou en tout cas développer cette compétence, en fait, c'est un enjeu pour tout le reste de la vie. Alors, encore une fois, c'est pas déterministe. C'est pas parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent fassent le petit test du chamallow avec leur enfant et disent oh là là, il a raté le test, c'est foutu pour le reste de la vie. Mais juste de dire attention, c'est des choses qu'il faut développer. Il n'y a pas forcément, on le valorise pas forcément aujourd'hui. On le dit parfois dans le discours commun, mais c'est peu valorisé par exemple dans notre système éducatif. C'est pas forcément valorisé dans notre société, alors que c'est une dimension extrêmement importante du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Hyper intéressant. On reviendra dessus tout à l'heure, justement, pour essayer de donner des petits tips aux parents qui nous écoutent, ou aux ados aussi, hein. Parce que quand on vous écoute, on se rend bien compte que, même d'un point de vue personnel, si on a envie de potentiellement ne pas avoir trop de problèmes sur la suite, et en tout cas, moi, je pense toujours que cette capacité un peu d'autorégulation et cette récompense différée, c'est aussi un peu une porte d'entrée vers une vie épanouie aussi, parce que on a fait un épisode sur la sédentarité il y a 2 semaines et on voit que les gens restent de plus en plus assis, de plus en plus, et en fait toutes ces choses-là sont intriquées, que ce soit aller faire de l'activité physique, prendre soin de son sommeil, de son alimentation, de sa santé mentale, et en fait c'est cette capacité aussi de régulation qui nous permet d'essayer de faire les choses un petit peu différemment. Donc c'est très important. Et j'aimerais revenir sur un point. Tout à l'heure, on a parlé de l'impact social. Justement, moi, je trouve ça fou que un ado seul ne se comportera jamais, mais avec grosse différence quand même, par rapport à un ado entouré de plein de gens. Ça, c'est systématique. Ça a été observé à chaque fois. Alors, ça a été observé, en tout cas dans beaucoup d'expériences qui portaient sur la prise de risque. Puisqu'il y avait un espèce de paradoxe là. On savait que les adolescents prenaient plus de risques dans la vie réelle, et à partir du moment où on les faisait venir au laboratoire, dans des tâches dans lesquelles ils devaient prendre des risques, on n'observait aucune prise de risque accrue à l'adolescence. Donc il y a une espèce de paradoxe, personne ne comprenait vraiment pourquoi. Et notamment la tâche qui a été utilisée par un certain nombre, par des chercheurs, c'était une tâche de conduite automobile. Donc, vous êtes dans un simulateur. Et dans ce simulateur, vous avez en gros des intersections. Vous devez aller le plus rapidement possible du point A au point B. Et puis, à chaque intersection, parfois le feu est vert, donc vous passez. Des fois, il est rouge, donc vous vous arrêtez. Et puis, pour quantifier la prise de risque à l'adolescence, on avait des situations dans lesquelles le feu est à l'orange. Donc, vous devez décider si vous passez ou non à l'orange. Avec, si vous passez à l'orange, c'est quantifié comme une prise de risque. Et vous pouvez avoir soit une conséquence positive ou négative à la prise de risque. Et ça, la réalité de la prise de risque dans la vie quotidienne. Soit tout se passe bien, vous n'avez pas d'accident et vous avez gagné 3 secondes sur votre temps de parcours. Soit, conséquence négative, vous avez un accident et vous perdez 6 secondes sur votre temps de parcours. Donc, globalement, ça permettait d'évaluer la prise de risque à l'adolescence. Et la surprise, quand vous mettez les adolescents dans cette situation expérimentale, quand ils sont seuls, ils prennent autant de risques que les adultes, les jeunes adultes et les adultes plus âgés. En gros, dans 45% des cas, ils passent
au feu orange. Et donc les chercheurs étaient un peu interloqués, puisque vraiment ils pensaient avoir une augmentation de la prise de risque chez les ados dans ce contexte-là. Et je dirais le caractère génial de l'étude, c'est simplement de s'être dit, en fait, il suffit de les mettre en situation sociale. Donc ils ont dit, maintenant, tu n'es plus tout seul dans ta voiture. Tu sais, là, dans la cabine, avec nous, il y a 3 de tes copains. Alors effectivement, il y avait vraiment 3 de leurs copains qui étaient présents. Il faut que ce soit des copains. Si c'est des gens complètement extérieurs, voire même si c'est des adultes, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc il y a 3 de tes copains qui sont avec nous dans la cabine et ils vont juste regarder ce que tu fais. Et à ce moment-là, les adolescents passent dans 65% des cas à l'orange. Et les jeunes adultes et les adultes, ça ne change absolument rien. Donc il y a du monde ou pas, oui, ce que j'allais vous demander, pour eux, ça change rien. Ça ne change rien à la prise de décision dans ce contexte-là. Encore une fois, il n'y a pas d'influence des pairs, PIRS. Vous n'avez pas, les pairs, leurs copains ne leur disent pas, tiens, tu devrais passer à l'orange, allez, c'est super, et ainsi de suite. Alors pourquoi ils font ça ? En fait, ils font ça parce que prendre un risque dans cette situation-là, c'est une façon d'accéder à un statut social particulier et à une réputation sociale particulière. Et tant que c'est valorisé de prendre des risques à l'adolescence, finalement, ils prennent plus de risques. C'est un peu ça la difficulté des politiques publiques sur les ados. C'est si vous voulez changer les comportements des adolescents, en fait, il faut changer les normes sociales. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait, si vraiment vous voulez qu'ils boivent, par exemple, moins d'alcool, qu'ils consomment moins de protoxyde d'azote, qu'ils consomment moins de drogue de synthèse, il faudrait que ce soit cool de ne pas boire, de ne pas prendre de drogue de synthèse, et ainsi de suite. Alors, c'est pas impossible qu'on y arrive, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir à la problématique adolescente. Parce que si vous leur dites c'est interdit, ils s'en foutent un peu. S'ils y arrivent à avoir... Exactement. Et ça peut même être... Et il faut même faire attention parce qu'il peut y avoir des phénomènes à l'adolescence de mimétisme comportemental. On sait par exemple qu'une dernière campagne de prévention sur les conduites sexuelles à risque a augmenté les conduites sexuelles à risque à l'adolescence, simplement parce qu'on les a rendues visibles. Ah ouais, c'est fou. Donc en fait, il faut vraiment faire attention. Vous êtes face, encore une fois, à des cerveaux qui ne sont pas des cerveaux irrationnels. C'est ça aussi souvent qu'on entend. C'est finalement, ces ados, ils sont complètement irrationnels, ils n'ont pas de cortex préfrontal, ils diffèrent jamais leur plaisir immédiat. C'est pas vrai du tout. Dans plein de situations, ils le font. Il y a qu'à voir les adolescents qui jouent à des jeux vidéo, ils sont extrêmement persévérants, ils peuvent passer des heures et des heures et des heures à refaire le même niveau parce qu'ils n'y arrivent pas et ainsi de suite. Là, on est bien dans la persévérance, on est bien dans la récompense différée. Ceci étant dit, en situation sociale et en situation de prise de risque, effectivement, ils font bien comme nous une évaluation du ratio coût-bénéfice. Est-ce que j'ai intérêt ou pas à m'engager dans cette conduite à risque ? Qu'est-ce que ça peut me rapporter ? Et est-ce que ça me rapporte plus que ça me coûte ? La grande différence, c'est ce que ça me rapporte, je le surévalue par rapport à un cerveau d'adulte, notamment en contexte social. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître, par exemple, sur les réseaux sociaux, le Fire Challenge, dans lequel vous avez des adolescents qui s'aspergent d'alcool à brûler et qui allument l'alcool à brûler sur leur torse nu. Alors, vous pourriez vous dire, en regardant ça, c'est totalement irrationnel. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont bien fait l'évaluation. Ils savent qu'il y a une conséquence négative potentielle, mais comme je le fais sur YouTube Live ou autre, Facebook Live ou autre, ils n'utilisent plus Facebook Live, mais bon, peu importe, ils le font en direct, globalement, ils peuvent récupérer plein de likes et une réputation sociale associée et une visibilité, et donc ils considèrent que cette récompense sociale, elle est supérieure au coût d'être brûlé au deuxième degré. C'est ça que je trouve fou, moi, c'est qu'il y a d'un côté cette récompense sociale qui, de cascade, va entraîner une récompense physiologique dans le cerveau et qui va entraîner justement cette... Oui, tout en gardant en tête que c'est aussi parce que cette période de la vie, elle se caractérise par le fait qu'on opère un changement absolument radical dans la façon dont on va répondre à nos besoins primaires de socialisation. Jusqu'à maintenant, avant l'adolescence, nos besoins primaires de socialisation sont globalement... la réponse, elle est donnée par les relations sociales qu'on entretient dans le cadre familial. Et au moment de l'adolescence, et c'est nécessaire, parce qu'ensuite on va devenir des adultes autonomes par rapport à notre famille, on va construire notre propre famille, et ainsi de suite. Globalement, à l'adolescence, on joue le jeu des interactions sociales avec tous les risques associés. C'est-à-dire que si vous allez chercher la réponse à vos besoins primaires de socialisation à travers les interactions sociales en dehors de votre cadre familial, vous vous exposez en permanence au risque d'exclusion sociale. Et cette exclusion sociale, elle est insupportable pour le cerveau adolescent. C'est-à-dire que gardons en tête quand même que
quand vous subissez de l'exclusion sociale, et a fortiori quand vous êtes adolescent, ça active dans le cerveau humain les mêmes régions que les régions liées à la douleur physique. C'est ça que ça produit chez l'adolescent. Donc en fait, lui, les décisions qu'il prend, c'est pas simplement pour maximiser sa récompense sociale, c'est aussi pour minimiser les risques d'exclusion sociale qui entraînent une douleur qui peut s'apparenter à de la douleur physique. Ouais. Ok, ouais, je pense que c'est bien aussi de voir ça dans ce sens-là. Parce que ça fait pas juste se dire il cherche une récompense particulière, mais c'est aussi Ouais, éviter un problème comme éviter d'avoir mal et comme on le ferait tous au final. exactement. Si cette douleur était pareille pour tout. Et en rappelant qu'on a tous besoin d'interaction sociale, on le sait très bien, ça a des impacts extrêmement forts sur notre santé, notamment sur notre santé physique et notre santé mentale, d'être dans une situation d'exclusion sociale ou un sentiment de solitude. Et donc, en fait, quand ils prennent des décisions, ils ont ça aussi en tête. C'est pas simplement un cerveau complètement suralimenté de récompenses immédiates. C'est aussi un cerveau qui essaye de naviguer les relations sociales avec les risques associés. Parce que, effectivement, quand on a des relations sociales dans le cadre amical, le risque, c'est que ça s'arrête du jour au lendemain. C'est souvent moins le cas dans les familles, et donc vous prenez un peu moins de risques Mm. quand les familles vous permettent de répondre à votre besoin de socialisation. Mais c'est hyper important, je pense, que vous dites, parce que ça permet de voir aussi un peu tout ça avec un œil plus bienveillant Ouais. au final. En comprenant tout ça, on arrive un peu plus à aussi avoir un peu plus d'empathie et se mettre à la place, quoi. Je pense que ça, c'est une vraie question ouverte, hein. C'est pourquoi nos sociétés ont développé une telle représentation stéréotypique négative sur les adolescents. Et je crois que c'est... Alors peut-être que ça a toujours été le cas, je ne sais pas m'exprimer là-dessus, il faudrait demander à des sociologues ou des historiens sur cette dimension-là, mais c'est très frappant de constater à quel point il y a des stéréotypes négatifs sur les adolescents et sur les jeunes de façon générale. Je veux dire, on ne supporte pas qu'ils soient en groupe, on en a peur, de toute façon c'est des feignants qui vont arriver à rien, ils ne veulent absolument rien faire et ils sont purement égoïstes. Enfin, tout ça, il faut. C'est-à-dire que quand vous étudier l'adolescent, vous vous rendez compte que c'est pas du tout vrai. Par exemple, ils sont pas du tout égoïstes ou pas plus égoïstes que les autres. Ils sont tout à fait altruistes. D'ailleurs, ils ont des comportements prosociaux qui ressemblent beaucoup plus au comportement des adultes qu'au comportement des enfants. Par exemple, si vous faites des tâches de partage social, ça vous donne une ressource à quelqu'un, vous dites comment tu le partagerais avec quelqu'un d'autre. Globalement, si vous faites ça avec des jeunes enfants, 8-9 ans, bah, eux, ils partagent exactement de la même manière, qui connaissent la personne, qui connaissent pas la personne, ou que ce soit un copain ou que ce soit quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Ils donnent globalement dans 50%, entre 40 et 50% des cas, ils donnent au moins la moitié de leurs ressources à l'autre personne. Et puis ce que vous voyez apparaître à l'adolescence, c'est des comportements prosociaux stratégiques pour maintenir les liens sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent bien partager la moitié de leurs ressources, mais qu'avec les gens de leur groupe social d'appartenance. Exactement comme fait un adulte. Un Ok. adulte, il n'est pas prosocial avec tout le monde, il n'est pas altruiste avec tout le monde, il est essentiellement altruiste. Je dis pas, hein, il y a une variabilité. On est essentiellement altruiste avec les membres de notre groupe social d'appartenance. Donc c'est paradoxal parce que parfois, on reproche aux adolescents des comportements qu'on a nous-mêmes. Et vous avez tout à fait raison. La notion de bienveillance par rapport aux adolescents, elle est critique. Quel espace on leur donne aujourd'hui dans nos sociétés? Quelle représentation on véhicule des adolescents? Comment on arrive effectivement aussi à entendre leurs paroles? C'est-à-dire que comment ils font partie aussi, je dirais, des discussions qui les concernent. Je rappelle souvent, je rappelle le fait qu'on a une convention internationale des droits de l'enfant qui dit que sur tous les sujets qui concernent l'enfant et l'adolescent, ils doivent être consultés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont décisionnaires, ça veut dire qu'ils doivent être consultés. Aujourd'hui, ils sont très très peu consultés. Alors oui, certes, il y a des conseils X ou Y dans les municipalités dans lesquels on entend les enfants et les adolescents. Mais finalement, dans la décision publique générale, on les entend peu. Si on prend l'exemple de l'interdiction des réseaux sociaux, c'est pas tout à fait ce qu'ils demandent, hein. Ouais, je me doute. Et justement, ces réseaux sociaux-là, je pense que c'est une question que les gens qui nous Ouais. écoutent, qui ont des ados, se posent. C'est aussi une image qu'on leur attribue beaucoup. Je pense que vous avez étudié pas mal l'impact justement des réseaux Ouais. sociaux sur le développement. C'est quoi un peu l'état des connaissances actuellement? Alors l'état des connaissances, elle est moins avancée qu'on ne le pense. Parce que c'est très très difficile de déterminer l'effet des réseaux sociaux. D'une part parce que les adolescents ont plein de pratiques numériques différenciées. Et que même au sein d'un même réseau social, ils l'utilisent de façon très différente. C'est pas du tout la même chose évidemment d'aller sur TikTok et de scroller de façon infinie des vidéos qui durent quelques secondes que de créer du contenu pour le mettre sur TikTok. On voit bien qu'évidemment ça n'aura pas le même effet. L'autre problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que tout est déclaratif.
C'est-à-dire que c'est du déclaratif du temps passé sur les réseaux, que c'est pas tout à fait la même chose que de passer du temps sur Instagram que de passer du temps sur TikTok. On sait que c'est pas tout à fait les mêmes réseaux, ils fonctionnent pas exactement de la même manière, et que donc c'est difficile d'avoir une vision globale. En gros, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que très probablement les réseaux sociaux produisent des effets d'aggravation chez des adolescents qui ont soit déjà des symptômes, soit qui sont vulnérables à exprimer certains symptômes, et notamment des symptômes de type dépressif. Et comme on a une population à risque, qui est la population des filles, parce qu'à l'adolescence, vous avez plus de filles qui sont touchées par des symptômes dépressifs que des garçons, c'est aussi plus chez les filles qu'on observe de la solitude, et donc solitude, association avec les symptômes dépressifs et ainsi de suite. C'est une population particulièrement vulnérable. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la population la plus vulnérable, et c'est aussi la population qui consomme le plus de réseaux sociaux. Donc là, on a une double problématique. On a une population vulnérable qui consomment plus des réseaux sociaux, qui peuvent potentiellement aggraver le sentiment ou les symptômes qu'ils peuvent déjà avoir ou qu'ils pourraient potentiellement s'exprimer. Première chose. La deuxième chose, c'est évidemment le fait aussi qu'il y a beaucoup plus de pression sur l'image des femmes, leur image corporelle notamment. Et comme ils sont face à des réseaux sociaux qui entraînent en permanence de la comparaison sociale et notamment de la comparaison sur l'apparence, on sait que les filles vont être beaucoup plus impactées par le temps passé sur les réseaux sociaux, notamment sur leur estime d'elles-mêmes et sur leur image du corps. Et en particulier, celles qui avaient déjà une mauvaise estime d'elles-mêmes et des difficultés de représentation de leur corps. Sachant que c'est quand même très partagé à l'adolescence, hein. Votre corps change très vite, donc généralement, vous avez une image du corps qui est déjà un peu altérée, et évidemment, ça peut être amplifié par les réseaux sociaux. Et puis la deuxième chose sur laquelle on sait que les réseaux sociaux vont jouer, mais ce n'est pas spécifique aux réseaux sociaux, c'est plutôt spécifique au fait que vous avez des algorithmes qui sont construits pour globalement maintenir connectés les utilisateurs le plus longtemps possible. On a des effets sur le sommeil et la sédentarité. Dans des populations dans lesquelles on sait déjà qu'il y a une vulnérabilité spécifique au sommeil, les adolescents, c'est la population qui présente déjà le déficit de sommeil le plus important. Si vous rajoutez les réseaux sociaux, vous allez encore diminuer la dette de sommeil, et on sait que quand on dort pas assez, on a des impacts globaux sur santé physique, santé mentale. Et puis, il y a évidemment la question de la sédentarité. On sait qu'on est face à une épidémie de sédentarité, notamment du fait que les adolescents passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, et puis de façon plus générale sur leur portable et les outils numériques. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue du cerveau ? Très compliqué, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des premières données qui commencent à émerger. D'une part, rappeler que l'IRM, c'est fantastique, et en même temps, ce n'est pas une technique avec une précision en termes de mesure extrêmement importante. Donc, si vous voulez avoir des données qui soient des données solides du point de vue de qu'est-ce que produit l'impact des réseaux sociaux sur le développement cérébral, il faut des très, très grandes bases de données. Et quand vous avez besoin de très grandes bases de données, en fait, il n'en existe pas beaucoup. Il existe aujourd'hui ABCD aux États-Unis, qui est la cohorte Adolescent Brain and Cognitive Development. Et sur cette cohorte-là, on a des données qui sont discordantes. C'est-à-dire que parfois, on a des effets, notamment sur les systèmes de régulation, qui peuvent être impactés par le temps passé par les enfants et les adolescents sur leurs écrans, on ne va pas dire les réseaux sociaux en particulier. Et puis, vous avez d'autres études qui montrent que quand vous préenregistrez ça, quand vous dites avant de regarder les données ce que vous allez faire comme analyse, à ce moment-là, on ne trouve aucun effet du temps passé sur les écrans. Donc, c'est un peu compliqué. On en est là, en fait. Et il faut bien faire comprendre au public que la difficulté aujourd'hui, c'est que de toute façon, c'est des effets qui ne sont pas des effets aussi massifs qu'on le dit. C'est des effets qui sont faibles, souvent négatifs, on est tous d'accord là-dessus, mais que comme c'est des effets plutôt faibles, notamment sur la dimension cognitive, socio-émotionnelle et cerveau, en fait, il faut des très, très, très grosses bases de données pour les voir émerger. Et puis la deuxième chose, c'est que ces algorithmes, ils changent en permanence. Et donc, c'est très difficile d'aller attraper ce que va produire l'algorithme, parce que, évidemment, l'algorithme d'Instagram, il y a 3 ans, c'est pas le même algorithme qu'aujourd'hui, et donc vous pouvez avoir des effets très différenciés de ce point de vue-là. Ouais, puis en plus, votre algorithme n'est pas le même que le mien, n'est pas le même que. Exactement. C'est très différent. En tout cas, mes contenus sont pas les mêmes que les vôtres, quoi. D'accord. Et justement, cette interdiction des réseaux sociaux, puisqu'elle est au cœur de l'actualité, de votre point de vue de chercheur, vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, la difficulté sur cette dimension-là, c'est surtout comment on va pouvoir la mettre en place et comment elle va être réellement au service de la réduction des difficultés rencontrées par les adolescents. Donc, je rappelle quand même que aujourd'hui, vous avez 35 à 40% des adolescents qui présentent des symptômes dépressifs, avec encore une fois une prévalence beaucoup plus importante chez les filles que chez les garçons. Vous avez quasiment 25 à 30% des filles qui rapportent des symptômes dépressifs. Donc, c'est considérable. Et ça a commencé bien avant les réseaux sociaux, hein. Ça Mm. commence dès 2007, on voit globalement une augmentation. Que les réseaux sociaux y participent, sans doute. Ou en tout cas, c'est une hypothèse. La difficulté de l'interdiction, c'est est-ce qu'elle va fonctionner? La première chose, c'est elle ne peut fonctionner que si vous vérifiez l'âge des utilisateurs. Ça, c'est la première grande question qui se pose à cette mise en place de cette loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi sera promulguée, si elle est promulguée, comment on va faire pour vérifier l'âge des utilisateurs tout en respectant le droit à, je dirais, le respect de vos données personnelles. Ouais. Parce que si je dis que c'est des entreprises privées qui s'occupent de ça, il y a quand même une vraie question par rapport à ça. Alors l'Australie est en train de le mettre en place, mais ils n'ont pas tout à fait le même droit que le droit européen. La deuxième problématique que je vois avec l'interdiction des réseaux sociaux jusqu'à 15 ans, c'est que si c'est pas accompagné de dimensions éducative extrêmement forte, que ce soit éducation parentale, c'est-à-dire comment j'accompagne mes enfants à utiliser ces réseaux sociaux, comment je les prépare finalement à rentrer dans l'utilisation de ces réseaux sociaux, et dans le même temps, globalement, comment j'arrive à sensibiliser les adolescents aussi sur comment fonctionne un réseau social, les risques associés, comment je peux paramétrer de telle manière à ce que mon algorithme ne me pousse pas toujours les mêmes types de contenus et ainsi de suite. Bah, globalement, vous allez vous retrouver à 15 ans avec la même problématique qui se Mm. posait pour les ados de 13 ans. Et dernière chose, en fait, c'est aussi un aveu de faiblesse des politiques publiques et notamment des gouvernements. C'est-à-dire de dire, en fait, on ne peut pas réguler ces plateformes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réguler les contenus auxquels les adolescents sont exposés sur ces plateformes. Je rappelle que voir et être exposé à des vidéos d'automutilation, que vous ayez 13 ans ou 15 ans, c'est de toute façon pas bon. C'est pas bon non plus quand vous êtes, Bien sûr. adulte. De la même manière, tomber sur des vidéos qui font la promotion du suicide en disant d'ici 3 jours je vais me suicider et ainsi de suite, c'est pas bon que vous ayez 13 ans, 15 ans, 18 ans ou 25 ou 30 ans si vous avez déjà des vulnérabilités préalables. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est en train de promouvoir une solution simpliste à un problème éminemment complexe, avec la difficulté, c'est qu'effectivement, pour régler ce problème, par exemple, de la santé mentale des adolescents, bah, il faut beaucoup d'argent. Il faut notamment beaucoup d'argent pour la pédopsychiatrie en France. Et évidemment, ça coûte moins cher d'interdire les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, et c'est un peu ça, ce pourquoi on milite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie, en tout cas, d'avoir une loi qui associe la dimension éducative, parentale, mais aussi éducative du point de vue des adolescents, et qui maintient l'urgence de réguler ces acteurs privés qui, effectivement, ne font pas leur travail du point de vue de la protection du jeune public. Un point très important. Sous cet épisode, vous avez un fichier dans lequel vous pouvez déposer toutes vos contradictions, sources à l'appui. Je les lis et en fais un résumé à chaque épisode quand il y en a. N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on construit la bonne information en santé. Et c'est quelque chose en plus qui existe depuis des années au final. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux, il y avait dans les années 2010, je pense, les forums pro-ANA, qui étaient des forums Exactement. où les gens faisaient la promotion de l'anorexie, de la maigreur et toutes ces choses-là. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit toujours. Et là, c'est un peu essayer de mettre un pansement sur un trou béant, quoi. C'est genre, faut aller aux origines. Mais c'est vrai que le problème, c'est ces gens-là, personne n'a la main dessus, quoi. Oui, et quand même rappeler que une des observations, en tout cas un des constats qu'on peut faire de l'interdiction qui a été mis en place en Australie, c'est qu'en fait les adolescents se déportent sur d'autres plateformes qui sont pas dans l'interdiction, en tout cas dans les plateformes qui étaient identifiées par la loi, avec des risques qu'on a encore moins de contrôle parce que c'est des plateformes par définition qui sont plus discrètes, encore peu connues, sur lesquelles on n'a pas de visibilité sur les algorithmes qui sont utilisés. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a un risque énorme de produire des effets négatifs en cascade, et puis quand même rappeler qu'une des questions qui se pose aussi, c'est
de voir que des outils qui n'étaient pas des réseaux sociaux sont en train de se transformer en réseaux sociaux. Je pense à des outils d'écoute de musique, WhatsApp qui était avant une messagerie privée devient aussi un réseau social, on peut avoir son statut en vidéo et ainsi de suite. Il y a aussi cette dimension-là qui est inquiétante. Et puis la dernière chose, c'est que quand même rappeler que sur les messageries privées, il y a des chaînes sur lesquelles sont poussés des contenus qui sont absolument pas régulés et dans lesquels on peut être effectivement exposé à du contenu extrêmement inapproprié pour cet âge-là de la vie. Et là, pareil, ça a l'air pour l'instant de sortir du cadre. Et puis Mm. la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de YouTube, qu'est-ce qu'on fait de ces Oui, c'est ça. plateformes. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on ouvre une boîte de Pandore, tout en oubliant, je dirais, l'objectif principal qui est comment on arrive à tordre le bras à ces... enfin, tordre le bras, alors moi je le dis avec mon discours de chercheur, si vous parlez avec la Commission européenne, ils vont dire ça avec des termes beaucoup plus nuancés, mais comment on arrive d'une certaine manière à responsabiliser ces plateformes. Alors moi je trouve toujours surprenant que ce soit à nous chercheurs de démontrer la nocivité des réseaux sociaux, enfin c'est aux réseaux sociaux de démontrer qu'ils n'ont pas Mm. d'effets négatifs sur la santé mentale des adolescents. Et en Ouais. fait, ils ne devraient pas être en mesure de produire un nouvel algorithme tant qu'ils n'ont pas démontré la non-nocivité de ce nouvel algorithme. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ils passent leur temps à faire du A/B testing, c'est-à-dire qu'en gros, sans qu'on le sache, ils changent l'algorithme pour certains utilisateurs par rapport à d'autres et ils testent lequel des deux versions de l'algorithme a l'effet le plus positif sur ce qui les intéresse. Alors, en règle générale, le temps de connexion, l'engagement dans les contenus. Mais on pourrait complètement renverser la logique. On pourrait leur dire, bah, si vous faites du A/B testing, c'est-à-dire si vous changez l'algorithme, il faut que ce soit, je dirais, au bénéfice de la santé mentale, du fait que à la fin de l'utilisation, les gens se sentent mieux que quand ils ont commencé à utiliser votre réseau social et ainsi de suite. Mm. Donc il y a aussi là une dimension, je pense, d'avoir un impact. Alors il y a quelque chose, hein, je veux dire, il faut qu'on rappelle quand même que la loi française est en train d'avancer sur quelque chose qui est déjà en train d'être mis en place à l'échelle européenne, ou en tout cas l'Europe a considéré que c'était sa prérogative de réguler ces plateformes, et notamment via ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui a un certain nombre d'articles qui contraignent fortement les plateformes avec des pénalités qui vont être qui commencent à tomber, notamment quand les plateformes ne jouent pas le jeu de la régulation de leur contenu, notamment. Mm. Très intéressant parce que ça remet un peu toutes les choses aussi en perspective par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Moi, j'aimerais bondir sur un truc. Tout à l'heure, vous avez dit qu'à partir de 2007, on s'est rendu compte que la santé mentale des adolescents commençait à décliner un peu. Est-ce qu'on sait pourquoi au final? Non, aujourd'hui, on sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On a peu d'hypothèses de ce pourquoi la santé mentale des adolescents décline. Ça peut être aussi le simple fait qu'on commence à s'y intéresser. Donc il y a aussi ça, hein, on le sait très bien. C'est-à-dire que quand vous commencez à sensibiliser les professionnels de santé sur cette dimension-là, quand vous commencez à poser des questions aux adolescents, je rappelle qu'en France, on a aussi lancé une étude qui s'appelle ENABI, qui s'intéresse à la santé mentale des enfants. Et là aussi, on a été très surpris de voir qu'en fait, on a déjà beaucoup d'enfants qui présentent des difficultés psychologiques. Tout ça, c'est aussi une prise de conscience que la santé mentale, finalement, compte dans nos sociétés. Donc, il y a un peu cette dimension-là. Il y a quand même le fait qu'effectivement, on est dans des sociétés dans lesquelles on a en parallèle une crise du sommeil. Et je pense que c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que quand vous dormez de moins en moins, bah, vous créez des facteurs de risque extrêmement importants pour votre santé mentale, d'où un peu l'enjeu de façon plus globale. Bien sûr, vous allez interdire les réseaux sociaux, mais une des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté avec un certain nombre de collègues, c'est de dire que les rythmes scolaires ne sont pas faits pour le sommeil adolescent. C'est-à-dire qu'on sait que quand vous rentrez dans la puberté, vous décalez vos rythmes de sommeil de 2 heures pendant la nuit. Si vous avez encore besoin, je le rappelle, entre 6 et 13 ans, c'est 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Entre 13 à 17, c'est 8 à 10. Bah, globalement, ça ne tient pas si vos cours commencent à 8 heures du matin et que vous allez vous coucher à 11 heures, 11h30. Ça, c'est le rythme physiologique du sommeil adolescent. Donc, en fait, il y a aussi une problématique de comment la société s'adapte au rythme adolescent. Alors, vous me direz, oui, mais ça a toujours été le cas. Oui, ça a toujours été le cas, mais on est aussi dans les sociétés dans lesquelles on est beaucoup plus exposé à du contenu anxiogène. Et ça, on sait que c'est particulièrement difficile pour les adolescents de le gérer. Anxiété écologique, mais aussi anxiété de sociétés dans lesquelles la guerre réémerge dans un certain nombre de pays, les risques ou les attaques terroristes auxquelles on a été confronté dans un certain nombre de pays occidentaux. Tout ça, finalement, participe aussi à des
environnements plus anxiogènes. Et peut-être aussi les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est pas non plus d'absoudre la problématique des réseaux sociaux, mais c'est simplement de dire il y avait déjà une tendance qui était là. Et je pense qu'il y a aussi des effets structurels, notamment de notre système éducatif, qui fait que aujourd'hui, quand vous êtes, par exemple, on sait que le cerveau adolescent, il a une particularité, c'est qu'il gère mal le stress. Il n'est pas fait pour bien gérer le stress, notamment du fait de cette hyper-réactivité du système limbique. Et si on prend la façon dont est structuré notre système éducatif aujourd'hui, avec l'émergence de Parcoursup et du nouveau bac, en fait, vous êtes pendant 2 ans dans une situation de stress chronique. Et ça, c'est pas bon pour la santé mentale des adolescents. C'est vraiment pas bon du tout. Donc, et en plus, vous êtes en compétition permanente. Vous avez quasiment 2 ans de concours permanent. C'est-à-dire que vous devez être meilleur que le camarade qui est à côté de vous dans votre salle de classe. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'intéresser. Alors, ça remonte évidemment bien avant 2007, mais c'est quand même des tendances de fond qui peuvent aussi expliquer la difficulté et le mal-être rencontré par les adolescents. Puis la dernière chose, c'est aussi le fait que nos sociétés sont de plus en plus individualistes. C'est aussi une réalité. Et que c'est corrélé à cette difficulté et ces difficultés en termes de santé mentale des adolescents, on voit un sentiment de solitude qui est de plus en plus présent chez les adolescents. Donc il y a aussi cette dimension-là. Ouais, il y a plein de choses au final qui peuvent être responsables de Ouais. ça. Et je pense que c'est bien de dire aussi que c'est pas que l'époque qui fait ça au Ouais, final. tout à C'est fait. aussi quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et là, on a donné plein d'explications sur la physiologie, sur tout ça, dans tous les sens. Je pense que j'aime bien essayer de revenir un peu au concret. Il y a sûrement plein de parents qui nous écoutent, Ouais. qui se disent, j'ai toutes ces infos-là, maintenant, qu'est-ce que j'en fais, moi, avec mon ado? Typiquement, il y a des grosses colères, il y a des moments où il prend vraiment des risques inconsidérés, des moments de dispute aussi, parce que c'est Ouais. des périodes où les relations sont quand même potentiellement un peu compliquées. Ouais. Que dit la science un peu sur tout ça? Elle dit pas grand-chose. Elle dit que c'est complexe d'être parent dans une société moderne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que dit la science, c'est qu'il n'y a pas vraiment de trucs et astuces de la parentalité. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et il faut rappeler aux parents que finalement, c'est eux les mieux placés pour prendre des décisions vis-à-vis de leurs enfants, parce que c'est eux qui les connaissent le mieux. Ceci étant dit, il y a quand même l'idée que, par exemple, si on réfléchit à la question des réseaux sociaux, de l'utilisation des outils numériques, il y a déjà une idée de s'y intéresser. C'est une question qu'on pose rarement à nos adolescents, alors même qu'on sait qu'ils passent entre 3 à 5 heures par jour parfois sur ces plateformes, tout type, hein, c'est pas que des réseaux sociaux d'ailleurs, hein, ils sont aussi sur YouTube, ils sont aussi sur plein d'autres plateformes. C'est simplement de leur dire, mais t'as fait quoi dans ce monde finalement? Dans ce monde-là, qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des difficultés spécifiques? La seule chose qu'on leur pose toujours comme question à la fin de la journée, c'est t'as fait quoi à l'école? Et généralement, la réponse qu'on a, c'est pas de réponse. En fait, peut-être de rajouter dans le questionnement, c'est il s'est passé quoi aujourd'hui sur tes réseaux? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu n'as pas eu de difficultés? Éviter d'être dans un jugement permanent, par exemple sur des adolescents qui vont jouer à des jeux vidéo. Essayer de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe réellement sur ces jeux vidéo, sortir je dirais, parfois de la représentation ou du stéréotype sur ces jeux vidéo hyper violents auxquels ils jouent. Il y a plein d'ados qui jouent à des jeux vidéo qui sont absolument pas violents, sur lesquels il y a énormément de stratégies impliquées. Alors certes, ils y passent beaucoup de temps, mais c'est peut-être aussi une façon de pouvoir réfléchir à comment on régule, d'une certaine manière, ce temps d'écran et ce temps passé sur les jeux vidéo. Voire même parfois jouer avec eux, parce que sur un jeu vidéo, parce que ça peut être aussi une situation, d'une part, de faire quelque chose ensemble, réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place sur des domaines dont on sait globalement qu'ils sont importants parce qu'ils vont avoir le plus d'effets en cascade, typiquement le sommeil. C'est-à-dire comment on fait pour essayer de sensibiliser son ado sur la question du sommeil. Donc il y a deux choses. D'une part, les sensibiliser à ce pourquoi le sommeil est important. Ça impacte ta santé mentale, ça impacte ta santé physique, ça impacte tes apprentissages. Donc si tu dors moins, en fait, il faut travailler plus. C'est aussi ça de leur faire comprendre ça, c'est que c'est un jeu de vase communicant. Si je dors très très peu, en fait, pour réviser, il faut que je révise beaucoup beaucoup plus. Donc c'est aussi de leur dire, en fait, c'est pas forcément un bon calcul, quoi. Trouver et leur expliquer qu'il faut des routines pour le sommeil, c'est quelque chose, en fait, c'est presque un réflexe conditionné. Le sommeil, il faut aller se coucher à peu près toujours à la même heure, toujours dans la même situation, avoir la même routine. Et puis pas d'écran avant d'aller se coucher, au moins 1 heure avant d'aller se coucher. C'est-à-dire pas du tout d'écran, pas d'exposition aux écrans.
Ça peut être quelque chose qu'on essaie de travailler au sein de la famille, parce que c'est vrai aussi pour nous. Mmh. Et comme on se couche à peu près en même temps qu'une partie de nos adolescents, voire même parfois avant, l'idée c'est de se dire on a un endroit dans lequel on met tous les téléphones portables de la maison, on coupe les écrans, pas d'écran dans la chambre, on laisse pas on laisse pas la console de jeu dans la chambre de son ado, elle est peut-être au milieu du salon, c'est peut-être emmerdant, mais en même temps ça me permet de savoir un peu ce qu'il y fait. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là, et puis aussi la responsabilisation des adolescents, c'est-à-dire de co-construire avec eux des solutions. Ça ne veut pas dire l'idée de tout est permissif, pas du tout. C'est dire, voilà, moi j'identifie une difficulté, là, sur telle ou telle dimension, on n'y arrive pas, ce à quoi on va réfléchir ensemble. Comment je peux essayer de te responsabiliser et comment tu peux tu peux me faire part en tout cas de la solution que tu pourrais mettre en place. Et puis ensuite, évidemment, on va concrètement regarder si ça fonctionne pas, rappeler le cadre s'il faut rappeler le cadre. Mais c'est vraiment de se rappeler que là, on est face à des ados, hein. C'est des gens qui pensent, qui sont capables d'argumenter avec nous, qui sont capables assez rapidement de nous mettre face à nos propres contradictions, de dire attends, tu me demandes ça à moi, mais t'as vu comment toi tu te comportes quand on est ensemble, t'es tout le temps sur ton portable, tu ne m'adresses pas la Mmh. parole, et ainsi de suite. Donc c'est aussi ça, comment on crée des moments dans les familles dans lesquels on fait une réelle pause numérique, dans lequel il n'y a pas de numérique impliqué. Ça ne veut pas dire tout le temps, on n'y arrive pas. Et puis, on a des réalités de notre travail qui fait qu'on est souvent sur nos portables et ainsi de suite, y compris dans le cadre familial. Mais c'est simplement de dire, par exemple, pour les repas, il n'y a pas un seul écran qui est allumé, pas celui de l'ado, pas le mien, pas la télé allumée en bruit de fond, parce qu'on sait que c'est des espaces de socialisation qui sont importants. Sur la question de la prise de risque, c'est déjà de sensibiliser les ados justement sur cette dimension qu'en fait ils prennent des risques en groupe. C'est le moment où il faut qu'ils soient particulièrement vigilants. Et il faut qu'ils arrivent à exercer d'une certaine manière ce contrôle-là, de voir effectivement comment on peut les sensibiliser là-dessus, même si c'est très très compliqué. C'est-à-dire que par définition, c'est une période de la vie dans laquelle ils vont prendre des Mmh. risques. Et donc là, le message, ça serait aussi par rapport aux parents qui n'ont pas encore d'enfants qui sont adolescents, c'est de leur rappeler que la prise de risque, ça s'apprend à prendre des risques. Quand on construit des sociétés qui vivent dans un espèce de mythe qu'on peut créer des environnements risque zéro et qui aujourd'hui considèrent que les enfants, par exemple, doivent être dans une espèce de bulle dans laquelle on leur laisse aucune autonomie, ne soyez pas surpris qu'à l'adolescence, vous soyez face à des adolescents qui prennent énormément de risques. Donc une des choses sur lesquelles moi j'essaie de beaucoup insister auprès des parents, c'est de leur rappeler que une des choses qu'on ne fait plus dans nos sociétés, c'est autonomiser les enfants, par exemple, dans leurs déplacements dans l'espace public. Je pense que c'est dramatique que les enfants n'aillent plus seuls à l'école. Je pense que c'est dramatique que les enfants ne soient plus capables, y compris chez les jeunes enfants, je parle d'enfants de 8-9 ans, à la fin de l'élémentaire, ne soient pas capables d'aller seuls à l'école, ne soient pas capables d'aller seuls au parc, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est vraiment problématique. C'est-à-dire que si j'ai jamais appris à prendre des risques à un moment dans ma vie, il ne faut pas imaginer qu'à l'adolescence, je vais être très bon pour calibrer, je dirais, les impacts négatifs de ma prise de risque. Alors je sais que c'est très difficile de dire ça à des parents qui, effectivement, ont des représentations très erronées des risques qu'il peut y avoir dans nos environnements. Je rappelle quand même que la criminalité n'a cessé de baisser dans nos pays, que si vous regardez le nombre d'homicides de mineurs, c'est extrêmement faible en fait par an. Je pense que si on demandait à vos auditeurs d'estimer le chiffre, ils vous diraient peut-être plusieurs milliers. On est à quelques dizaines, moins de 100 en tout cas par an. On a des représentations totalement erronées de ça. Et donc comme on croit que nos environnements sont très dangereux, soyons assez clairs, on préfère que nos enfants soient devant un écran. Ouais. Et ensuite, on se dit, c'est terrible, ils sont tout le temps devant leurs écrans. Laissez-les sortir dehors, laissez-les seuls dans l'environnement. Je ne vous dis pas qu'il faut les laisser sans aucune modalité, sans aucun moyen de pouvoir nous prévenir, mais ça peut être, j'en sais rien moi, leur expliquer que s'ils ont un problème, ils vont voir tel ou tel commerçant, et ainsi de suite. Mais c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'on est passé en 20 ans d'enfants qui étaient capables de se déplacer ou qui se déplaçaient de l'ordre de 4 km autour de leur domicile familial à des enfants qui se déplacent dans un périmètre de moins de 300 mètres autour de leur périmètre familial. C'est vraiment, vraiment problématique. Ouais. Je pense qu'il y a 3 mots vraiment à retenir de ça. Je pense que ce serait bienveillance, responsabilité et exemple. Pour moi, exemple, il est hyper important. En effet, on ne peut pas demander à son enfant
d'être moins sur les écrans, tout ça, si quand il est avec nous, on est posé sur le canapé Ouais. sur notre téléphone. C'est pas possible. Ouais, je pense que le devoir d'exemplarité, il est extrêmement important et le caractère explicatif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment expliquer les choses avec un adolescent, le responsabiliser et expliquer pourquoi on pense que c'est important d'adopter telle ou telle norme sociale ou comportement, parce que c'est une façon pour lui de comprendre la situation et d'accepter aussi plus facilement la règle qu'on construit avec lui. C'est-à-dire que ce à quoi l'adolescent est très 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 sensible, c'est le caractère arbitraire d'une règle qui s'impose à lui. Mm. Et d'autant plus s'il considère que c'est une règle injuste. Et d'où la notion d'exemplarité. C'est-à-dire que la question de l'exemplarité de l'exemplarité de nos comportements et de la justice des règles qui s'imposent aux adolescents, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vraiment, les adolescents, ils ne supportent pas l'injustice. C'est vraiment quelque chose auquel ils sont très très sensibles. Donc il faut faire très attention à ce que la règle soit juste, d'une certaine manière. Et j'aimerais rebondir sur une question qui est un peu, peut-être un peu piège, entre guillemets, c'est maintenant, qu'est-ce que pourrait faire l'école pour nos adolescents? Dans le système dans lequel on est là actuellement, on l'a dit, typiquement sur les rythmes de sommeil, Mm. tout ça, c'est pas forcément très adapté. Je pense que d'un point de vue global, ça pourrait être mieux. En tout cas, ça pourrait être plus Mm. adapté au fonctionnement de l'adolescent. Est-ce qu'on a des pistes aussi sur ça? On en a plein. Après, la question, c'est est-ce qu'on est capable de la mettre en œuvre, de les mettre en œuvre? On sait par exemple qu'il faut travailler beaucoup plus la dimension des compétences socio-émotionnelles, psychosociales, comment on développe chez les individus la capacité à collaborer, coopérer, communiquer entre eux, être altruiste, reconnaître les émotions, capacité d'autorégulation. Tout ça, ça se construit avant l'adolescence. On peut le faire dès le début de l'entrée à l'école. Il y a les dimensions évidemment de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est un enjeu capital. Je rappelle que si les ados consomment du porno, c'est parce qu'ils n'ont personne à qui parler sur ces dimensions-là. Ils le disent. Hein. Ils disent qu'en fait, quand vous interrogez les familles, elles ne veulent pas le faire. L'école, elle ne sait pas très bien comment s'en dépatouiller parce que c'est quand même compliqué. Et que finalement, il y a peu de gens qui sont des interlocuteurs sur cette dimension-là, alors même que c'est des questions évidemment qui traversent tout adolescent et que globalement, c'est la pire des réponses qu'ils peuvent obtenir, c'est en regardant un film porno. Donc je pense que là, il y a vraiment un enjeu pour l'école de réfléchir sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, en tout cas pour les ados. Avant, c'est l'éducation à la vie affective et relationnelle. Et puis, il y a aussi la question d'une question qui va percuter aussi les nouveaux outils qu'ils utilisent. C'est la question de comment on évalue l'information sur un réseau social, donc tout ce qui relève de l'éducation aux médias et à l'information, comment on fait de l'espace dans nos programmes pour ces dimensions-là, et comment on fait aussi de l'espace dans les programmes sur la question de sensibilisation à l'intelligence artificielle, l'utilisation de ces intelligences artificielles génératives, comment on arrive à ce que l'école ne reprenne pas encore 20 ans de retard sur des dimensions qui sont des dimensions capitales aussi pour les futurs citoyens de ce pays, pour penser la complexité du monde dans lequel ils vivent et pour y prendre, je dirais, des bonnes décisions, décisions éthiques, des décisions qui sont en faveur du collectif. Ça se construit à l'école. Et je pense que là, l'école, elle a besoin je ne suis pas du tout le seul à le dire, hein, on est un certain nombre à le dire, elle a besoin de réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on doit enseigner au XXIe siècle. Et c'est probablement pas exactement la même chose que ce qu'on enseignait au XIXe siècle. Et force est de constater que nos programmes, ils n'ont pas beaucoup bougé sur un certain nombre de domaines. Et donc là, il y a un véritable enjeu. Et puis la dernière chose, c'est que l'école, je rappelle que c'est même dans les enjeux de l'école promotrice de santé. Donc il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire comment on fait pour que l'école soit aussi un lieu dans lequel on puisse promouvoir des comportements et des contextes qui soient des contextes favorables au développement de l'enfant et de l'adolescent. C'est quand même peu le cas aujourd'hui. On voit bien que c'est des contextes hyper compétitifs dans lesquels on arrive on a du mal à développer, je dirais, un sens du commun, un sens de la collectivité, alors même que ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Ouais, complètement. Je pense que vraiment l'école a son rôle à jouer là-dedans aussi et ça revient aussi à cette histoire de responsabilité où en fait, tous les pans de la société ont leur responsabilité aussi dans le développement des adolescents et des futurs adultes aussi et c'est pas, juste, taper sur les ados, qui va faire changer les choses, en fait.
il y a besoin de quelque chose en plus. Ouais, il y a besoin de quelque chose en plus. Je pense qu'une des choses sur lesquelles qu'on a un peu touché du doigt, mais qui est un véritable enjeu dans ce pays, c'est l'éducation à la parentalité. Et comment on peut créer des vrais parcours de parentalité dans ce pays. C'est-à-dire que comment on fait pour que quand je suis parent, j'aille au-delà simplement d'une préparation à l'accouchement. Donc c'est fabuleux, hein, vous êtes préparé à l'accouchement dans ce pays. Et ensuite rien. Comme s'il se passait plus rien. Et en fait, c'est difficile d'être parent. Et l'idée, c'est pas de dire aux parents, parce que chaque parent a son propre objectif de parentalité, son propre système de valeurs, même s'il est quand même partagé dans nos sociétés. C'est aussi de dire, bah voilà comment se développe un enfant et un adolescent. Voilà les facteurs de vulnérabilité. Et ensuite, charge à chaque parent d'adapter sa parentalité. Mais ça, on peut le faire que si vous avez des connaissances. Et la réalité, c'est que vous ne les avez pas, les connaissances. Moi, je suis très, très surpris de voir que, y compris chez des professionnels parfois de santé, y compris pour des professionnels qui s'occupent des enfants, euh, voilà, des pédiatres par exemple, ils ont des connaissances assez peu actualisées du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Et ça c'est pas normal. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire dans toutes les dimensions de la société, de mieux les connaître pour effectivement éviter ce caractère, je dirais, un peu simpliste du développement, de la façon dont on perçoit le développement de l'enfant et de l'adolescent, et d'éviter à terme aussi ce caractère assez malveillant de la société vis-à-vis des jeunes, comme on les appelle, et des adolescents en tout cas. Mm. Et enfin, un message pour les adolescents, s'il y en a qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement, vous, avec votre expérience, avec les connaissances que vous avez dessus, si vous aviez un message à leur faire passer, ce serait lequel? Voilà, le message à leur faire passer, c'est faites-vous confiance. Moi, je suis absolument persuadé que vous faites partie et vous faites partie de la solution aux grands problèmes qui se posent pour ce monde. Essayez de faire peu ou pas attention à ce que disent les adultes de vous. Et essayez dans la mesure du possible, même si je sais que c'est difficile, de proposer des solutions. C'est-à-dire être force de proposition, ça va être de plus en plus important dans le monde qui vient. Et on a besoin d'entendre votre voix. Et il faut vraiment que vous fassiez entendre votre voix. Je suis un peu surpris, hein. Je veux dire, il y a des décisions qui portent très fortement sur vos libertés. Et je pense qu'on a besoin d'entendre votre voix. Si vous voulez, il faut se battre pour sa liberté par moment. Et c'est peut-être le moment où il faut qu'on entende votre voix. Mm. C'est un très beau message. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. J'aime bien conclure, moi, par juste une petite question. 5 choses à retenir là sur cet épisode qu'on doit ramener chez soi. Ce serait quoi 5 choses qu'on peut emmener dans sa poche, que ce soit en tant que parent, ado ou n'importe quoi? En tant que paroi, n'importe quoi. Peut-être la première chose, c'est de rappeler que quand euh, qu'on est face à une population adolescente qui a quand même des grandes difficultés aujourd'hui, des grandes difficultés notamment psychologiques, et qu'il faut absolument qu'on soit bienveillant avec les adolescents, qu'on trouve des modalités de soutien des adolescents, parce qu'on ne peut pas finalement bien réussir à l'école et bien réussir dans sa vie d'adulte quand on ne va pas bien, et que c'est, je dirais, le préalable à tout. La deuxième chose, c'est de rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la cause de toutes les difficultés des adolescents. Il faut réintroduire de la complexité dans la façon dont on pense les problématiques liées à l'adolescence, et que c'est un peu le miroir aux alouettes de penser qu'il suffira d'interdire les réseaux sociaux pour que tout aille mieux du point de vue des adolescents. La troisième chose, c'est de rappeler que les adolescents ont la capacité de penser le monde, de raisonner sur le monde, et qu'il faut entendre leur voix, il faut les responsabiliser, tout est en les accompagnant, mais ils font partie aussi de ceux qui peuvent produire, des solutions, mais même y compris au sein de la famille, qui peuvent participer d'une certaine manière au cadre qu'on essaye de fixer en tant que parents, et que ça fait partie, je dirais, de cette dimension importante de l'adolescence. La quatrième chose, c'est de rappeler que parfois on a beaucoup de stéréotypes sur l'adolescent. Une des choses qu'on entend beaucoup, c'est finalement, ils sont feignants, ils sont toujours avachis sur le canapé. Qu'est-ce que c'est que cette période particulière de la vie? Ou alors on leur reproche d'être extrêmement maladroit et ainsi de suite. J'aimerais quand même rappeler que, et on l'a peu abordé, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important.
l'adolescence, c'est aussi évidemment le moment de la puberté. Et à la puberté, on grandit très vite. Et grandir très vite, quand on prend 1 centimètre à 1 centimètre et demi par mois, ça change notre schéma corporel et ça explique par exemple pourquoi on est un peu plus maladroit à cette période de la vie. Et la deuxième chose, c'est que ça explique aussi la grande fatigue qu'on ressent. Mmh. Et c'est tout à fait normal en tant qu'adolescent d'être fatigué. Et ils sont pas, je dirais, en soi en train d'être flemmards, ils sont réellement fatigués. Et donc c'est là aussi cette dimension de la bienveillance, elle doit aller jusque-là, c'est-à-dire de pouvoir effectivement en tant que parent en tout cas, se rappeler que bah, c'est des moments de la vie dans lesquels c'est difficile aussi, on en parlait un peu, de réguler ses émotions parce qu'on est très très fatigué. Et quand on est très très fatigué, on le sait nous aussi en tant qu'adultes, c'est difficile Mmh. de réguler ses émotions et de réguler ses comportements. La dernière chose, c'est de s'intéresser aux adolescents, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils pensent. Je crois qu'on a trop de représentations erronées quels que soient d'ailleurs les domaines de la vie de nos adolescents. Et ça se construit très tôt. C'est-à-dire que je pense qu'il faut réussir en tant que parent à maintenir une communication avant le début de l'adolescence et y compris pendant l'adolescence. Et même si parfois la communication est compliquée, hein, j'en ai tout à fait conscience, même si parfois il nous renvoie, je dirais, à nos contradictions ou à nos propres difficultés, l'importance de la communication avec eux et l'importance de s'intéresser à eux. Parce que quand même une grande partie de ce qu'ils nous demandent, c'est au-delà du jugement, c'est d'être là et d'être présent pour eux. Alors, on n'est peut-être pas la première personne qu'ils vont aller voir, mais s'ils viennent nous voir, qu'on soit présent pour eux et qu'on puisse répondre sans jugement, je dirais, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Parfait, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour, Mais cet merci à épisode vous. très intéressant. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter le Labo d'Hippocrate. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous écoutez, ou de vous abonner et de lâcher un like si vous êtes sur YouTube. Ça nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels et surtout de vous aider à construire une santé durable. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite.